Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Arrestation de Rekia Madougou, le procureur spécial de la Criette, explique les raisons de la garde à vue de la candidate recalée des démocrates à la présidentielle. Elle a été arrêtée hier à son retour d'un meeting politique à Porto Novo, suivant les explications du procureur spécial qui a entendu Rekia Madougou ce matin au siège de la Criette. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021, vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekia Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifié de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal. L'ambassadrice de la paix, Mariam Tchabi Talata Azimé, poursuit sa tournée de sensibilisation sur la non-violence en période électorale. Elle était hier dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Les précisions de Jérôme Hongbo et de Wenceslas à Royan.
L'ambassadrice de la paix et sa délégation se sont ébranlés ce mercredi vers le département du Plateau. Le préfet les accueille pour un court instant, préoccupé par l'attaque la nuit dernière d'une famille par des bouviers peuls, avec à la solde un citoyen égorgé. Les populations se sont soulevées, ont commencé par brûler tous les camps peuls. L'accueil en liesse des femmes et l'organisation des têtes couronnées sont le signe probant de l'environnement pacifique qui caractérise cette commune. Que ce soit pendant les élections, que ce soit après les élections, Poubert est en paix et Poubert vivra dans la paix. La paix est le bien le plus précieux et son absence fait place à la destruction, d'où la nécessité, dira l'ambassadrice de la paix, d'aller en rang serré contre la violence afin de ne pas hypothéquer l'avenir des enfants. Nos enfants ont le droit à l'épanouissement. Nos enfants ont le droit à la croissance. Nos enfants ont le droit au développement. Mais nous avons l'obligation de leur permettre de jouir de ce droit dans un contexte de paix, dans un contexte d'harmonie, dans un contexte de bien-être. La période électorale est une période délicate. Je voudrais vous dire que nous devons conjuguer nos efforts, nous tenir la main pour préserver notre pays en cette période électorale de ce qui ne doit pas arriver. Et vous savez de quoi je parle. Nous devons passer ce moment dans la tranquillité et la paix. Je voudrais vous rassurer que le conseil communal de Poubert adhère à cette belle initiative et s'engage à vos côtés pour la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections du 11 avril 2021. Que ça prenne feu, il suffit juste d'une petite étincelle. C'est pourquoi votre démarche vient à point nommé. Je vous remercie. Et je prie l'Éternel de vous accorder la force, la santé pour continuer dans votre lutte. Moi, je prends l'engagement, sous la bénédiction de nos têtes couronnées, sous la bénédiction du premier citoyen de notre commune, que nous allons œuvrer pour cette paix-là. La guerre ne viendra pas par nous à Poubert. Nous allons nous mobiliser pour dénoncer tout individu qui va fomenter un coup de force ou quoi que ce soit dans notre commune. La violence passe souvent par la jeunesse. En mon nom, toute la jeunesse de Poubert prend l'engagement de dire zéro violence en période électorale. La lutte de la non-violence doit être une quête permanente. Elle ne doit pas s'arrêter seulement aux joutes électorales. Aussi, je voudrais inviter tous ceux qui sont présents ici ce matin de porter le message dans tous les foyers. À Porto Novo, la tradition est respectée. L'ambassadrice de la paix a rencontré les têtes couronnées avant les populations de cette ville où elle a passé le plus de temps de sa vie. Partant de son cursus scolaire, universitaire et professionnel, elle aboutit à l'impérieuse nécessité de maintenir en paix la République. J'ai fait mes études primaires dans les écoles publiques du Bénin. J'ai fait mes études secondaires dans les écoles publiques du Bénin. J'ai fait mes études universitaires dans les universités publiques du Bénin, à Calavi et à l'école normale supérieure. Si l'État n'existait pas, si la République n'existait pas, s'il ne m'était pas possible de passer par ces institutions publiques, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui entrave le bon fonctionnement d'une République? C'est l'absence de paix. Quand il n'y a pas la paix dans une société, quand la paix ne règne pas dans une cité, dans un État, rien n'est possible. Ni l'éducation des enfants, ni les soins de santé primaires, ni le développement, absolument rien n'est possible si l'État est en difficulté, si l'État est paralysé. C'est donc pour que cela n'advienne pas. C'est pour qu'on offre aux enfants du Bénin les mêmes chances de réussite devant l'école, devant la vie, que je sillonne le Bénin pour partager mon message de paix.
Mais vous venez de m'épater. Les cadres, les faiseurs d'opinion et les populations de Porto-Novo sont pleinement acquis aux idéaux de la paix. L'intervention a été édifiante, magistrale, avec beaucoup de pédagogie. Et moi, je sors de là enrichi. J'ai noté particulièrement que la paix doit être l'absolu qui transcende tout. Et ça, je crois que nous devons garder ça en mémoire et agir en conséquence. Merci du fond du cœur et que le Seigneur vous protège et vous accompagne le plus loin possible au service de notre nation. Tout ce qui serait foyer de tension, Porto-Novo ne vivra pas ça. Et vous voyez la cohabitation qui existe déjà au niveau de Porto-Novo. Cela veut déjà tout dire. Nous avons pris bonne note et avec nos sages, les têtes couronnées, les différents responsables des partis politiques ici présents, les religieux et toutes les forces vives de la ville capitale, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas du tout de bain de sang, pour qu'il n'y ait pas de tumulte, pour qu'il n'y ait pas de soulèvement. Tous les papas, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Bénin n'aura pas de problème. Inch'Allah. L'Église catholique, vous savez, depuis janvier, nos évêques ont envoyé déjà des messages et chaque jour, nous sensibilisons nos fidèles, nous prions pour qu'il y ait la paix dans le pays. Nous devons œuvrer par ce que nous disons, par ce que nous faisons au quotidien pour sauvegarder cette paix. Nous sommes tous engagés. Avec le soutien du maire de la ville de Porto-Novo et tout le conseil communal, quelque chose se fait déjà. Il y a eu déjà des séances à l'endroit des jeunes, où il y a eu des formations pour les jeunes sur le fonctionnement des institutions et l'interaction avec le citoyen, la communication non violente. Et actuellement, il se déroule à Porto-Novo un projet sur la paix des jeunes en période électorale. Porto-Novo a pris l'engagement de relever le défi de la ville la plus pacifique avant, pendant et après le scrutin du 11 avril prochain. Revenons sur cette actualité relative à l'arrestation de Rekia Madougou suite à son interpellation et à son audition. Une équipe de la rédaction a recueilli les avis de quelques Béninois. Ils sont au micro de Ghislain Poguet. La République, c'est d'abord le respect des lois, le respect des textes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été admis pour participer à une élection que vous allez brûler le pays. On est désolé. Et puis, ce n'est pas une seule élection. Le Bénin, ça ne s'arrête pas en 2021. Doit-on appeler à ce que le Bénin, notre pays, puisse tomber dans de la violence? Je ne crois pas. Et c'est là où il faut en appeler à la responsabilité de chaque Béninois. Et je crois que l'État, dans son rôle régalien, a pris les dispositions qu'il faut pour que ceux qui incitent à la violence, ceux qui appellent à l'insurrection puissent répondre de leurs actes. Et mieux, on apprend qu'elle serait impliquée dans une entreprise donc, de déstabilisation du pays. C'est suffisamment assez grave pour que nous nous départissions de nos émotions habituelles. Vous savez, ce qui nous lie tous, quelles que soient nos opinions, nos postures dans la République, ce qui nous lie tous à cette République-là, c'est la loi. Et ce n'est que par la loi que chacun peut se définir dans la société. Et donc, puisque personne n'est au-dessus de la loi, tant que des gens par leur agissement appellent donc à compromettre la paix et l'ordre constitutionnel, il est de bon ton qu'on puisse les écouter et que la force reste à la loi. On vous dit que des gens sont en train de comploter pour mettre à mal notre vivre ensemble. On parle même d'attentats qui seraient programmés contre des acteurs politiques, des personnalités politiques. Je crois que nous sommes dans une situation suffisamment grave, assez grave pour que des gens soient écoutés. Toutes les fois où des gens doivent agir pour comprendre la paix, je trouve que l'État la République doit être debout pour les empêcher. La démocratie, ce n'est pas décider, c'est-à-dire que ce n'est pas placer son destin personnel au-dessus du destin de la nation. Donc je crois que le Bénin est suffisamment donc, averti pour que de pareils actes ne se produisent plus. Chaque citoyen de ce pays-là devra travailler pour la paix, la sérénité et l'État travaille déjà par son comportement, par les dispositions déjà prises pour que nous ayons la sérénité. Il ne faut pas que des personnalités ou des acteurs dans le pays, parce qu'ils sont fâchés, puissent prendre en otage tout un peuple. On est tenté de dire sans ambiguïté qu'il y a un plan de déstabilisation de notre pays. Et je ne crois pas que
ça soit la meilleure option. Donc on ne croit pas que il serait souhaitable de rentrer dans un plan de déstabilisation. On ne va pas tolérer ça. Et les citoyens, les Béninois, aujourd'hui, veulent vaquer à leurs préoccupations et dans la sérénité, dans le calme. Donc, ils ne sont pas préparés à des choses comme ça. Donc, nous demandons, nous laissons la main à la justice de faire de façon sereine son travail. Nous remercions les forces de l'ordre et les responsables à divers niveaux d'avoir vite compris qu'il faut intervenir avant que ça ne dégénère. Donc, ça a été d'une grande utilité, leur intervention, et nous leur disons merci. Nous profitons pour dire aux politiciens inter-États qui essayent de déstabiliser notre pays tout en finançant une partie des acteurs politiques que ça ne se passera pas ici au Bénin. Qu'on laisse la justice faire son travail car là, ça a été de trop et ils sont trop avancés dans leur procédure. Je pense que si la justice ne fait pas son travail, ça ne va pas faire école. Il faut que la justice tape du poing sur la table et nous apporte la vérité. On dit, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci pour être candidat. Mais elle n'a pas pu faire ça. Et maintenant, elle est en train de monter les gens pour crier, pour incendier le pays. Moi, je vois que elle doit savoir que ici, c'est le Bénin. Tout est florifié. Elle voulait incendier le pays. Tout, je dis ici, là, c'est le Bénin. Prévenir vaut mieux que guérir. Les investigations qui sont déjà en cours, moi, je pense que c'est déjà bien pour comprendre réellement ce qui se passe et ce qui est en train d'être cuisiné, tout ce qui peut entacher la paix et la transparence de tout ce que nous sommes en train de faire. Je pense que nous n'allons pas permettre cela. Si vous n'avez pas fourni la totalité des pièces qui ont été demandées, c'est normal et vous devez normalement déjà vous attendre à ce qu'on rejette votre dossier. Je vais me préparer de manière à remplir les conditions à 100% plus tard. Parce que c'est pas fini, la vie continue. Donc, il n'y a pas de raison pour œuvrer pour la violence et aller dans la négativité pour entacher la paix des paisibles citoyens. Nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit être appliquée à tout le monde. Comment se fait-il que ton dossier a été rejeté, tu te retrouves recalé pour une compétition électorale et d'un jour à l'autre, tu commences par créer des soulèvements dans les coins et les recoins pour pouvoir, à tout bout de champ, quand même avoir accès à cette compétition électorale. C'est très malséant. Elle répondra de ses actes. On t'applique rigoureusement la loi. Ça là, c'est clair. Il n'y a pas exception à la règle. Vous comprenez qu'un citoyen, on est en train de chercher la paix, Celui qui cherche la paix ne peut pas créer de l'insurrection, ne peut pas créer de soulèvement général. Le fait de chercher la paix ne veut pas dire de suspendre la procédure judiciaire en cours. Il faudrait que la justice quand même fasse son œuvre jusqu'au bout afin que nous ayons clairvoyance sur ce dossier. Je trouve vraiment raisonnable cette justice béninoise qui est en train de faire de façon très très libre son travail. Nous voulons la paix, certes, mais nous voulons aussi que la justice fasse son travail. Parlons à présent du projet Ma Voix compte qui est dans sa deuxième phase. C'est une campagne de sensibilisation pour une forte participation des populations à la présidentielle, une initiative du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Les membres du réseau sont en tournée dans les 12 départements du pays. Le point de l'étape de Banikoara avec Christian Ganjo et Olviga Messon. Chaque Béninois en âge de voter doit accomplir son devoir citoyen le 11 avril prochain. C'est l'essentiel du message que les membres du Rojette Code ont partagé avec les forces vives de Banikoara et de la Liborie.
La jouissance du droit de vote ne doit rencontrer aucun obstacle sur son chemin. Nous devons travailler à sensibiliser toute la population afin que non seulement les populations puissent élever leur niveau de conscience électorale pour comprendre que les élections constituent l'occasion propice pour peser sur les décisions, pour participer au choix des dirigeants, pour participer à des options pour son pays. Et que c'est le moment vraiment propice pour exercer la parcelle de souveraineté que la Constitution confère à chaque citoyen. C'est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser nos manches pour arriver à nos objectifs. Nous voudrions assurer notre disponibilité dans les 12 départements de notre pays en tant qu'organisation de paix et de développement depuis la base. Les membres du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée ont également sensibilisé sur la paix. L'initiative est saluée par les autorités. Les cibles choisies ici pour mener l'activité sur le terrain nous encouragent parce qu'il n'y aura aucune activité politique qui sera menée dans n'importe quel état du monde sans que la jeunesse ne soit impliquée. Et nous, en tant qu'administration communale, nous ne pouvons que nous engager à nouveau pour mener à bien ces différentes activités de par notre assistance. Ce que nous faisons déjà dès lors, je crois que nous allons encore les appuyer davantage pour les sensibilisations aux élections et surtout pour toujours garder la paix, la tranquillité dans nos localités différentes. Je crois qu'on les soutiendra et ça ira. Au cours de cette séance, les responsables des 6 communes de la Liborie du Roget Code ont reçu des lettres de mission qui renseignent sur la tâche à exécuter sur le terrain. Ils ont officiellement intégré leur joyau. Les sages de la Cour constitutionnelle retrouvent un cadre de travail beaucoup plus attrayant et confortable. Herman Rodrigue-Amégan et Benjamin Denayon pour les détails. Une audience publique? Non, pour connaître d'un dossier, mais pour l'inauguration en forme solennelle d'une Cour constitutionnelle rénovée. L'instant est historique et l'Assemblée auguste. Dans ses rangs, le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. À cette audience spéciale, aux plaidoiries ordinaires se substitue une présentation architecturale. Nous avons 3 bâtiments qui ont été rénovés. Le bâtiment C, de type R+1, plus toiture légère couvrant une superficie d'environ 338 mètres carrés. Il a eu un pensionnaire très spécial en la personne du général de Gaulle dans les années 40, lequel aurait passé une nuit dans une salle désormais rebaptisée salle Galerie Charles de Gaulle. Le bâtiment D, de type R+2, couvrant une superficie d'environ 300 mètres carrés. Le bâtiment E, de type R+1, couvrant une superficie d'environ 490 mètres carrés, au sol, entièrement rénové et remis à neuf. Le bâtiment B, qui nous abrite actuellement, de type R+3, plus toiture terrasse avec une coque métallique en dessus, en entreprise générale couvrant une superficie d'environ 530 mètres carrés au sol, composé d'un parking de 8 véhicules, des bureaux des conseillers, des bureaux des secrétaires des conseillers, des salles de repos des conseillers, d'une salle d'audience publique, celle dans laquelle nous nous trouvons présentement est dénommée salle d'audience Monseigneur Isidore de Souza. En 28 ans, des mandatures se sont succédées. Cette 6e parvient à faire pousser de terre un nouveau bâtiment dont le confort témoigne de la valeur de l'institution. Entre les murs des vestiges du passé qui font mémoire, de la modernité du présent qui fera l'histoire, la 6e Cour constitutionnelle de s'enraciner dans la consolidation de l'état de droit. Le garde des Sceaux en dit d'ailleurs du grand bien. Les savants et sans doute aussi ceux qui le sont moins n'ont pas fini de débattre sur vos intransigeances et vos audaces. Intransigeance dans la préservation des acquis, comme en témoigne votre condamnation constante et sans compromis de toutes les formes de violation des droits humains. Mais audace aussi, disais-je, dans votre capacité à anticiper les évolutions qui requièrent une adaptation des institutions juridiques
en prenant au besoin le contre-pied d'un certain fétichisme de la règle du droit qui voudrait que tout demeure figé alors que même la société doit chaque jour trouver des réponses nouvelles à des problèmes inédits. Ce cheminement entre continuité et rupture trouve à s'exprimer harmonieusement dans l'architecture du complexe immobilier qui vous abrite désormais. Maître de séance dans cet agora à une audience si spéciale, le président de la Cour constitutionnelle n'a trouvé de mots que pour se formaliser de quelques gratitudes. Sentiment de gratitude, d'abord à l'endroit de notre invité de marque, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Gratitude à vous aussi, Monsieur le Ministre, et à l'ensemble des membres du gouvernement pour l'effort qui a été fait, pour les préoccupations qui sont prises en compte, pour l'appui, bien entendu, en un délai si court, dans une période si difficile, la période de la pandémie au coronavirus. Gratitude à vous, Monsieur le bâtonnier. Je sais votre solidarité silencieuse. La Cour constitutionnelle, dans sa nouvelle architecture, s'ouvre encore plus aux citoyens. Désormais, cette salle devient la maison du peuple. Un peuple épris de justice et de paix, un peuple souvent connaisseur, parfois veto. La phase de la construction de la route des pêches a été lancée ce jeudi à Ouida. L'événement a eu lieu en présence d'une délégation ministérielle, de cadres et des populations de la ville. Les travaux lancés vont notamment permettre de changer le visage de la cité historique et touristique. Regardez. Les populations n'ont pas encore fini de jubiler et de goûter aux délices de la route des pêches à Cotonou que déjà la deuxième phase du projet est ici lancée à Ouida. Gléroué va donc bientôt accueillir l'extension de ce chef-d'œuvre routier à l'actif du programme d'action du gouvernement. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ce jour au nom du président de la République. Ouida a une symbolique particulière pour notre pays. Ouida est une vitrine au plan historique et touristique. C'est une ville qui regorge d'énormes potentialités touristiques à même de contribuer au rayonnement économique de notre pays. C'est pourquoi il est prévu un important volet infrastructure en soutien au secteur du tourisme. Au nom de cette infrastructure figure en bonne place celles qui nous réunissent aujourd'hui. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, phase 2, incluent également des aménagements connexes qui prennent en compte la route des esclaves et la corniche est de Cotonou. Ils vont aussi permettre le désenclavement des quartiers à Dunko, Avlekete et Djegbadi. La route de l'esclave relie la route des pêches à la ville de Ouida. L'aménagement de cette route aura un impact significatif sur les activités touristiques de Ouida et constitue un véritable projet urbain et paysager avec un cheminement piéton qui permettra la mise en place d'un circuit de randonnée autour des sites sacrés comme la place aux enchères, Zumbodi, la porte de non-retour et le comptoir colonial. Le projet de la corniche est de Cotonou débute à la descente de l'ancien pont de Cotonou, longe la berge est de la lagune de Cotonou et la mer au sud et prend fin à la clôture ouest de l'hôtel PLM Alédo. La réalisation de ces différentes infrastructures permettra d'améliorer la sécurité routière et le confort des usagers, de diminuer le coût d'exploitation des véhicules et le temps de parcours des personnes et des biens, d'assurer la décongestion de la zone portuaire, le désenclavement des zones traversées et l'accès plus facile aux centres socio-économiques. L'entreprise Sogias Atom est en charge des travaux et le groupement Louis Berger, Orsal, en assure le contrôle.
Le projet s'inscrit dans la mise en valeur de la côte et va contribuer au rayonnement touristique de la cité d'Ekpassé. Je voudrais prier toute l'assistance de dire merci à un homme, à un leader, à un visionnaire, à un bâtisseur, à un fils de Ouida. Je voudrais que nous puissions très grandement l'ovationner en lui disant merci. Il s'agit du chef de l'État, le président Patrick Ataya. Cette ambition clairement affichée nous permettra aujourd'hui, à travers ce projet, de révéler une fois encore Ouida, de révéler une fois encore notre pays de Guinée à travers le tourisme, sans désemparer, et surtout avec méthode, rigueur et doigté, quasiment chirurgicale. Le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, sous le leadership éprouvé et la détermination caractéristique de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, continue imperturbablement d'exécuter la grandissime œuvre de reconstruction nationale que les férus de la mythologie gréco-latine pourraient appeler les 1001 travaux d'Hercule. En dehors de ce joyau qui fera la fierté de la ville de Ouida, d'autres infrastructures sont également prévues pour l'amélioration de l'offre touristique de cette cité. Prévues pour durer 36 mois, les travaux de la deuxième phase de la route des pêches ont reçu la bénédiction des populations autochtones. 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. C'est le nom d'un recueil lancé hier à Cotonou. C'est un inventaire des réalisations du programme d'action du gouvernement. Lénèque Agbazaou, François Zissou. 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. C'est un document qui dresse le bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement depuis avril 2016. Secteur par secteur, l'auteur met le curseur sur les avancées majeures observées grâce aux efforts de l'actuel exécutif. La force d'une équipe efficace peut permettre d'obtenir de grands résultats avec peu de moyens. Aujourd'hui, les résultats sont tellement probants. J'ai pris la décision d'écrire un document sur la base du rapport de l'an 4 du PAG afin de sortir le condensé des grandes réalisations dans certains domaines stratégiques, pour que ce document soit un outil pour convaincre, un outil pour se documenter soi-même. L'intérêt qu'il a suscité m'a convaincu de la nécessité de cet événement qui lance la phase de distribution pour satisfaire la demande grandissante. L'objectif est que chaque commune du Bénin dispose d'au moins 1000 exemplaires. La présente cérémonie de lancement est placée sous le parrainage du ministre en charge des sports et du maire de la ville de Cotonou qui salue cette contribution intellectuelle qui permet aux lecteurs d'avoir une vue globale de l'action gouvernementale en 10 points. Depuis maintenant 5 ans, le président de la République s'est engagé avec son gouvernement dans un ambitieux programme. Beaucoup de choses ont été faites dans tous les domaines. La transformation de notre pays aujourd'hui n'a épargné aucun secteur et on voit bien qu'entre 2016, où l'état des lieux a été dressé, et 2021, où nous sommes en train de faire le point de réalisation, dans tous les domaines, nous avons fait des progrès. Pendant que nous étions au charbon, avec la rigueur et le rythme que le président de la République a imposé à la gouvernance du pays, il nous a parfois manqué le temps pour consigner les acquis et les présenter dans les détails à ceux qui en sont les bénéficiaires. Et c'est en cela que je voudrais vraiment saluer vos efforts. Je voudrais saluer la précision et la concision qui ont caractérisé ce document que nous avons devant nous. J'ai eu le temps de parcourir le document, je voudrais l'en féliciter. Il vaut mieux convaincre par les idées. Il vaut mieux convaincre par la force des idées que par le bruit. Il vaut mieux convaincre par les arguments que par autre chose.
Cette revue des actions fortes du PAG est destinée aux ouvriers, aux cadres de l'administration, aux patrons d'entreprise et aux experts de tous ordres. Le programme d'action du gouvernement et les réformes, quel impact sur les Béninois, les membres du mouvement, les admirateurs du PAG du 12e arrondissement de Cotonou se proposent d'apporter des éléments de réponse. Ils ont organisé une séance d'échange. Koudous Abdoulaye, Daniel Ada. Portrait distillant le bonheur de ces Bouchou qui traduit l'impact positif du PAG sur leurs parents. Des images qui vous accueillent à cette rencontre d'échange des admirateurs du PAG du 12e arrondissement de Cotonou. Face à ses pairs, les bonnes œuvres parlent d'elles-mêmes. La coordonnatrice du dit mouvement rappelle le fondement du PAG depuis sa conception. Les réformes engagées par le gouvernement de la rupture depuis avril 2016 ont pour objectif de renforcer le capital humain, de réduire la pauvreté avec la mobilisation de ressources. C'est sûr qu'on va procéder à la réduction de la pauvreté, de lutter contre la mauvaise gouvernance et de favoriser le rayonnement de notre pays à l'international. Des signes qui sont déjà visibles près de 5 ans après la mise en œuvre de ce programme. Construction de routes et de marchés et bien d'autres projets qui confortent le mouvement, les admirateurs du PAG du 12e arrondissement de Cotonou. Quand on dit aujourd'hui qu'est-ce que le président Patrice Talon a fait, on dit il a construit les voies, les infrastructures, les marchés. Ce n'est pas seulement ça. Il est très important, impératif de sensibiliser les populations sur ces réformes-là, les principales réformes. Soutenir le gouvernement. Ces échanges, salués par la mairie de Cotonou, permettront de sculpter les réformes secteur par secteur pour en ressortir leur impact, souvent mal perçu par le Béninois lambda. Dans le 6e arrondissement, la ministre des Affaires sociales a rencontré les femmes. Elle a discuté avec elles des avantages liés au microcrédit à l'AFIA. Elle a également enregistré les préoccupations de ces femmes. Précieuse Aquarono, Mathieu Sokenou, compte rendu. Pour qu'elles n'en ratent rien, les opportunités du microcrédit à l'AFIA sont exposées aux femmes. Ici, la ministre des Affaires sociales discute de vive voix avec les femmes concernées par le microcrédit. Avant, il y avait 8,5% d'intérêt, maintenant c'est 4%. Tous les frais supplémentaires des cartes Carmes, de frais par-ci par-là, tout ça, ça a été supprimé. Même les frais de transfert mobile money que les compagnies de téléphonie mobile perçoivent d'habitude sont pris en charge par l'État. Ce qui ramène vraiment à un minimum. Si vraiment on fait du sérieux dans l'activité génératrice de revenus, en empruntant ces sous, on peut rembourser comme il faut et avoir encore des bénéfices. Bénéfice sur bénéfice, c'est à l'AFIA, non? Ça va donner à l'AFIA. Des conditions de remboursement beaucoup plus souples pour permettre aux femmes de mener à bien leurs activités. La ministre des Affaires sociales insiste sur le remboursement à bonne date du crédit. J'aimerais insister auprès de vous sur l'importance du remboursement, l'importance de la formation, de l'éducation financière qui est donnée dans les SFD. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gérer correctement les fonds empruntés et pouvoir également les rembourser. Vous avez votre partition à jouer par rapport au sérieux à mettre dans l'utilisation des fonds et dans le remboursement. Ce n'est qu'à ce prix que les efforts que le gouvernement a fait pour réduire tous les frais seront vraiment satisfaits et le projet pourra être périn. À leur prise de parole, les potentiels bénéficiaires ont félicité le gouvernement pour la mise en œuvre du microcrédit à l'AFIA. Ces femmes plaident également pour l'augmentation des crédits alloués. Le président de la République veut nous sortir de la pauvreté. Nous sommes d'accord pour l'accompagner. Nous le remercions. L'argent nous sera transféré par Mobile Money. Toutes les femmes sont contentes. Dans le 6e arrondissement, le ministre fait une descente dans notre arrondissement pour que les riverains du 6e arrondissement soient bénéficiaires de ce microcrédit à l'AFIA. La ministre de dire
aux microcrédits qui sont proches dans le 6e arrondissement d'essayer d'octroyer des crédits aux pauvres, de ne pas bloquer les gens pour qu'ils soient en possession des sous, des fonds nationaux. Véronique Toinfodé a rassuré les femmes et les appelle à composer le numéro vert 7320 pour dénoncer toute forme d'intimidation ou d'abus auxquels elles pourraient éventuellement être confrontées dans le processus d'octroi du microcrédit à l'AFIA. Demain, vendredi, le Bénin va célébrer la 11e édition de la Journée de l'artisan. Cet événement est le symbole de la volonté du gouvernement d'honorer les acteurs du secteur artisanal. Nous vous proposons de suivre un extrait du message du ministre en charge du secteur à ce sujet. Il est au micro de Fifame Salomé Atadedi et de Louis Koudogbo. L'artisanat béninois représente un puissant levier de développement économique et social de notre pays. Composé de 8 branches, 40 corps de métiers et 175 métiers, il est un maillon essentiel de la vie économique et sociale, créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois. C'est conscient du potentiel dont recèle le secteur de l'artisanat que le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, lui accorde une attention soutenue avec la mise en œuvre de réformes majeures destinées à la professionnalisation des artisans. L'année 2021 sera marquée par la poursuite de la réforme de modernisation du secteur de l'artisanat, telle que prévue par le programme d'action du gouvernement. Cette réforme a été matérialisée par le vote de la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2020 portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. La poursuite de la feuille de route conduira à l'organisation des élections consulaires et à la mise en place effective de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la CMA Bénin. C'est l'occasion d'exprimer toute la gratitude des artisans à l'endroit du président de la République qui a accédé à leurs doléances en faveur d'un recensement national complémentaire des artisans pour donner une chance aux artisans retardataires qui ne s'étaient pas fait enrôler. Chers professionnels des métiers de l'artisanat, je vous invite à faire de demain, 5 mars 2021, Journée de l'artisan béninois, un jour d'engagement citoyen pour la transformation qualitative d'un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.